Bonjour à tous, comme promis, une nouvelle vidéo pour vous aider à passer et réussir les concours de l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une structure qui implique le passif et que l'on utilise pour traduire certaines phrases en français contenant « on ». Je vais vous donner tout de suite un exemple. Alors, si je vous donne à traduire la phrase « Elle a, dit-on, acheté une piscine il y a un mois » ou une variante telle que « On dit qu'elle a acheté une piscine il y a un mois », vous aurez probablement recours soit à la traduction « It is said that she bought a swimming pool a month ago » ou bien à la traduction « She is said to have bought a swimming pool a month ago ». Je vais analyser ces deux traductions parce que ces deux traductions permettent de traduire « on » sans véritablement remplacer le mot « on » par une autre structure. Il y a ce qu'on appelle un réaménagement syntaxique de la phrase. « On » est en fait traduit par l'emploi du passif dans les deux phrases. Mais dans les deux phrases, le passif apparaît dans une structure syntaxique qu'il convient de savoir analyser. Ce sont deux structures syntaxiques distinctes que nous avons dans la phrase « it is said » et dans la phrase « she is said », mais rapprocher et comparer ces deux structures syntaxiques permet de mieux comprendre comment elles fonctionnent et en particulier permet de mieux comprendre le fonctionnement de la plus difficile de ces deux structures, la structure « she is said to » plus le reste du prédicat. Donc, on va commencer par « It is said that she bought a swimming pool a month ago ». Alors, je vais faire une analyse qui sera essentiellement syntaxique. Si vous aviez ça à l'annulation, il faudrait faire des remarques aussi énonciatives, contextuelles, etc. Là, je me contente de vous aider à reconnaître à quel type de structure vous avez affaire. Donc, vous savez quelle est la méthode quand on analyse une phrase qui, a priori, est une phrase complexe. Il faut d'abord souligner les syntagmes verbaux. Donc, vous avez le syntagme verbal « is said » d'une part, et vous avez le syntagme verbal « bought » d'autre part. Donc, deux syntagmes verbaux, cela signifie que vous avez ici une phrase contenant deux propositions qu'il faut identifier. Alors, on va partir du premier syntagme verbal. C'est un syntagme verbal qui comporte be plus le participe passé du verbe say, donc be plus en. Be plus en, c'est la marque du passif. Et cette marque du passif est portée par le verbe lexical say, sachant que ce syntagme verbal est au temps présent, puisque l'auxiliaire be porte le marqueur du temps présent. Donc, si on décrit ce syntagme verbal, on va dire qu'il comporte le verbe lexical say, le temps présent et la voix passive, c'est-à-dire les marqueurs be plus en. Alors ici, ce qu'il va falloir rapidement bien comprendre, c'est que « It is said that she bought a swimming pool a month ago », c'est l'équivalent de, je vous montre, « That she bought a swimming pool a month ago is said ». Et said, on ne sait pas bien par qui, mais par « by some people », par des gens. C'est une rumeur. Le complément d'agent est évidemment sous-entendu dans la phrase. Je vous le rétablis ici pour que vous perceviez bien comment les choses sont construites. Vous avez donc ici toujours le verbe, le groupe verbal contenant le passif et le temps présent, mais la paraphrase que je viens de construire en déplaçant la proposition en that que j'avais mise entre crochets, cette paraphrase vous permet de comprendre que la proposition en that est en fait le sujet du verbe say. Et donc, cela signifie que dans notre phrase d'origine, c'est bien « that she bought a swimming pool a month ago » qui est le sujet de « say ». C'est ce qu'on appelle le sujet réel, le sujet logique. C'est un sujet qui est extraposé.
Le sujet était tellement long qu'il a été positionné à l'extérieur, à la fin de la phrase. Mais comme il fallait un mot pour occuper la place normale, ce qu'on appelle la place canonique de sujet du verbe say, eh bien, on a eu recours au pronom indéfini est, le pronom impersonnel est, et ce qu'on appelle ici un sujet grammatical. Le sujet grammatical est, dit-on, renvoie par cataphore au sujet réel extraposé. Et c'est pour ça que l'on peut remplacer ce sujet grammatical par le sujet réel dans la paraphrase que je vous ai mise dessous. Donc, la première phrase, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle contient non seulement un verbe principal au passif, et c'est le verbe de la proposition principale qui va de être jusqu'à go. Il faut bien voir que la proposition principale englobe la proposition subordonnée en that. La proposition subordonnée en that, je vous ai dit qu'elle occupait la fonction de sujet réel du verbe say. Ça veut dire que vous avez affaire à une proposition subordonnée nominale en that, qui est ici une proposition introduite donc par la conjonction de subordination that, à ne pas confondre avec le pronom relatif that. That ici n'a pas de fonction syntaxique. Vous avez she qui est le sujet de boat, a swimming pool qui est le COD de boat, et a month ago qui est le circonstant de temps de boat. That n'a pas de fonction. C'est bien une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée nominale occupant la fonction de sujet du verbe say. Cette phrase contient ce qu'on appelle une structure extraposée, une structure d'extraposition, puisque la proposition subordonnée nominale est extraposée, c'est un sujet extraposé en raison de sa lourdeur, de sa grandeur. On préfère avoir le sujet après le verbe plutôt qu'avant, mais pour occuper la place canonique de sujet, eh bien, on utilise un pronom impersonnel, le est, qui, comme tout pronom, renvoie à un référent, mais il renvoie à un référent que l'on trouve après le est. Donc, on parle de est cataphorique, ce cas-là. Donc, ça, c'est pour la première phrase. Maintenant, je vais regarder la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, vous avez toujours et said, donc c'est toujours le syntagme verbal qui contient le verbe lexical say, le passif en B plus EN et le temps présent. Et ce qu'on voit ensuite, c'est qu'on a un deuxième syntagme verbal qui est de type to have bought, c'est-à-dire que là, vous avez le verbe buy précédé d'une marqueur de l'infinitif, to, et ce verbe buy porte, alors faites attention, porte l'aspect have plus en. Ne me dites surtout pas que c'est du present perfect. Si c'était du present perfect, vu que c'est she que nous avons juste avant, on aurait ça. Et on est bien d'accord que là, ma phrase est totalement agrammaticale. Donc, il faut bien comprendre que have bought, ici, c'est seulement l'aspect have en. Ce n'est absolument pas le temps présent. Ici, le groupe verbal que vous avez, c'est un groupe verbal qui n'est ni au temps présent, ni au temps prétérite. C'est un groupe verbal à forme non finie. Il ne contient pas, ce groupe verbal ne contient pas de temps. Il ne contient ni le temps présent, ni le temps prétérite. C'est un groupe verbal qui est à l'infinitif. Vous avez le marqueur de l'infinitif ici. Donc, vous allez avoir une proposition qui n'est pas finie, contrairement à la proposition en that qui avait un verbe en ed au prétérite, donc qui portait un temps, c'était un verbe à forme finie. On distingue les propositions à forme finie, à forme personnelle, dit-on aussi, des propositions à forme non finie, c'est-à-dire des propositions à forme impersonnelle. Bien. Nous voyons que buy, ici, a toujours une construction qui implique un COD, a swimming pool, un circonstant, a month ago. En revanche, vous voyez que ici, le sujet de have bought n'est pas visible. Vous aviez, pour
by dans la phrase précédente, she qui était le sujet de by. Ici, devant to have bought, on n'a pas she, mais on retrouve she là où on avait tout à l'heure le it. Et c'est là qu'il faut réussir à comprendre quelque chose qui est un petit peu difficile à expliquer brièvement. Je vais tenter de le faire, mais encore une fois, je vous renvoie à mes ouvrages où j'ai expliqué avec des exemples et beaucoup d'explications rédigées comment fonctionne ce type de structure. Ici, vous avez dans cette phrase ce qu'on appelle une structure à monter, a raising predicate en anglais. Alors, qu'est-ce qu'une structure à monter? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que she, qui est ici, n'est pas le véritable sujet de say. She est seulement le sujet apparent de say, mais en fait, au départ, she était positionné ici, puisque she, c'est le sujet, comme on l'avait vu dans la phrase d'avant, du verbe by. Donc, il faut comprendre comment analyser cette structure à monter. Pourquoi parle-t-on d'une structure à monter? L'idée, c'est que un sujet, et là c'est visible parce que nous avons un pronom personnel, reçoit un cas. Le pronom personnel féminin singulier en anglais peut avoir deux formes, soit la forme she, soit la forme her. She, c'est ce qu'on appelle le cas nominatif. La forme nominative, celle qui est généralement utilisée quand she est sujet. Her, c'est la forme que l'on trouve généralement quand le pronom est complément. C'est ce qu'on appelle le cas accusatif. Si vous avez fait du latin ou de l'allemand ou une langue casuelle, les termes de nominatif et d'accusatif vous sont déjà familiers. Si ce n'est pas le cas, eh bien, sachez qu'il faut vous familiariser avec ces termes pour pouvoir rendre compte précisément d'une structure à monter. Alors, dans la théorie, non pas énonciative, mais de syntaxe générative de Noam Chomsky, on essaie de comprendre comment sont assignés, comment sont donnés les cas dans une phrase. Et ce qu'il faut retenir, accepter, il y a toute une démonstration, si ça vous intéresse, dans les livres de syntaxe générative, mais à notre niveau, ce qu'il faut que nous comprenions bien, c'est que c'est le verbe qui donne, qui assigne à sa droite le cas accusatif au pronom, quand il y a des pronoms. Quand c'est un nom, le cas est invisible. Donc le verbe a la capacité d'assigner, de donner aux éléments qui sont à sa droite le cas accusatif. Les prépositions aussi ont cette capacité d'assigner le cas accusatif à leur droite. Et c'est le temps prétérite ou le temps présent qui assigne, qui donne le cas nominatif à sa gauche. Donc ici, dans la phrase que nous avons étudiée précédemment, le pronom personnel singulier féminin a reçu en quelque sorte l'ordre de s'habiller en nominatif, de devenir she et non pas her, grâce à la présence du marqueur ED, du marqueur du prétérit, sur le verbe lexical by. C'est le marqueur ED qui dit en quelque sorte à she, au pronom personnel féminin, de prendre la forme she, c'est-à-dire de se mettre au nominatif, puisque c'est le prétérit, le temps présent au passé, qui a la capacité d'assigner à sa gauche un cas, le cas nominatif, au pronom. Maintenant, il faut bien voir que dans la phrase que nous sommes en train d'analyser, le syntagme verbal to have bought, comme je vous l'ai dit, contient l'aspect have plus en, le marqueur de l'infinitif, et donc il ne contient ni le temps prétérit, ni le temps présent. Or, au départ, c'est bien she qui se trouvait ici, ou plutôt, pour être très précise,
le verbe by a pour sujet au départ le pronom personnel féminin, troisième personne. D'accord? Et en cette position-là, le pronom personnel de troisième personne ne peut pas recevoir de cas nominatif.